Bonsoir, fidèles téléspectateurs de EDTV. Merci à EDTV pour cette occasion que le site m'offre de pouvoir m'exprimer en tant qu'analyste politique sur différentes questions qui défrayent la chronique et qui font la une de l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, notre cher pays, le Congo démocratique. Je réponds à cette invitation surtout parce que l'actualité oblige que nous, en tant qu'opposants, en tant que résistants, en tant que combattants, en tant que cadres de cette lutte, nous puissions ne serait-ce que dire un mot sur tout ce qui se passe dans notre pays. Au premier point de ce qui m'est présenté ici comme questionnaire, il est mentionné la question de la francophonie. Cette fois-ci, c'est vrai que nous ne nous posons plus de questions si la francophonie aura lieu, parce qu'elle a bel et bien eu lieu. Nous sommes en train seulement de réfléchir maintenant sur le résultat ou les retombées de ce qui s'est passé autour de cette francophonie. Est-ce à l'avantage du peuple congolais? Est-ce à l'intérêt de ceux qui l'ont organisé? Donc je vois là l'OIF, je vois le gouvernement qui se maintient de force au Congo. Je vois le peuple d'une part, les opposants qui ont été reçus à tour de rôle par différentes missions diplomatiques et différents chefs de délégation. Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup plus parler de soi, c'est la descente du président français, M. Hollande, qui a été sur place, qui a été reçu par l'imposteur Joseph Kabila, qui aussi en a profité pour rencontrer le chef historique de l'histoire politique du Congo, je ne dirais pas de l'opposition, le chef historique de la lutte pour la démocratie, l'état de droit, et aujourd'hui président élu de la République démocratique du Congo, M. Etienne Tshisekedi Lumumba. En tant qu'analyste, je pense que les observations sont claires, que le bénéfice de cela a été partagé par toutes ces différentes parties que je viens d'évoquer ici. Le peuple a trouvé son compte, il était assoiffé de voir la vérité sur les nombreuses violations des droits de l'homme, les différents assassinats, les différentes violations des constitutions et de tout ce qui s'est fait en termes de démocratie au Congo. Et voilà, il y a quand même eu des hommes de courage qui ont osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, bien qu'ils applaudissent pour le pouvoir en place. Voilà que M. Hollande, parce qu'il s'agit de lui, il a osé dire que la situation de droits de l'homme au Congo n'était pas acceptable. Et pour essayer de calmer le jeu, il a osé aussi dire que il y avait des timides avancées. Quelles sont ces avancées? C'est comme vous savez, le pouvoir en place, habitué à son langage du politiquement correct, qui veut faire comprendre que au Congo les choses vont de mieux en mieux et que les routes qui se retrouvent dans leur programme des 5 chansons sont quelque chose de très remarquable, alors que pour nous et pour le peuple, ce qui est plus primordial, c'est le social. Sur le plan du social, vous voyez qu'il y a de plus en plus de lois qui viennent asphyxier le peuple, tant bien celui de l'intérieur comme celui de la diaspora, comme par exemple la mesure prise par le gouvernement Pogno de pouvoir interdire d'ici là l'exportation des véhicules fabriqués avant l'année 2002. Est-ce une mesure réaliste? C'est vrai, oui, il faut lutter contre la pollution. Mais EDTV, je crois que lutter contre la pollution, c'est bien
mais il faudrait d'abord voir tous ces véhicules que la diaspora, parce que c'est de la diaspora, c'est à la diaspora qu'on s'attaque directement, ces véhicules envoyés par la diaspora sur place au pays, quand bien même ce sont des véhicules qui produiraient un peu de sous à leurs expéditeurs, je crois que ces véhicules contribuent d'abord pour desservir le secteur des transports qui, en réalité, n'est pas couvert par l'État. Vous savez très bien que l'État est démissionnaire dans ce secteur-là. Il n'y a aucun bus, l'État n'a même pas de moto, l'État n'a ni brouette, même pour aider les gens à transporter leurs marchandises. Donc l'État, de ce côté-là, est faillible. Et aujourd'hui, la diaspora va être bloquée parce que je ne vois pas un Congolais de l'étranger qui va acheter un véhicule coûtant un peu plus cher, parce que ces véhicules, d'après 2002, sont quand même des neufs véhicules. Je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un va casquer beaucoup d'argent pour, par après, payer le transport au départ d'ici et arriver à Kinshasa, payer ces sommes exorbitantes qui vont soit à la douane et à tous ces services qui s'en suivent. Et je pense que c'est un cordon qui vient d'être coupé, et je crois que les surdoués qu'on retrouve dans le gouvernement Matata doivent remettre les pieds sur terre, parce qu'ils ne vivent pas sur la planète Mars. Où que vous soyez, la meilleure actualité congolaise est sur EDTV. Voilà. Pour passer, je pense que le plus grand message qu'on retiendrait de la francophonie, c'est le respect des droits de l'homme, qui n'est pas encore le cas au Congo. Mais le respect des droits de l'homme après la francophonie, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce gouvernement qui a été acculé par tout le monde est conscient qu'il faut faire des efforts? Nous voyons Matata Mponyo pendant sa tournée ici à l'étranger. Il a été interviewé par une presse crédible, la RFI. Il ose dire que penser que Joseph Kabila serait dans le coup de l'assassinat de Floribert Chebeya, c'est trop réducteur. Selon ça, je prends les termes de M. Mponyo Matata. C'est très réducteur. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, au regard des tâches qui lui incombent par rapport à sa fonction, il n'a pas le temps de connaître quelqu'un comme Chebeya. Cher Matata, avant de devenir Premier ministre, quand tu étais, excusez-moi de te tutoyer, quand tu étais ministre auparavant et que tu étais dans l'anonymat, est-ce que tu ne sais pas qu'un pays ne fonctionne qu'en collaboration avec différentes corporations, notamment la presse, les médias en globalité, notamment ceux qui œuvrent pour les droits de l'homme? Alors, si M. Kabila ne pouvait pas connaître Chebeya, ça veut dire que François Hollande et tous les autres ont raison. Donc, dans la tête de Kabila, il n'y a pas encore un espace pour ceux qui œuvrent pour les droits de l'homme. La voix des sans-voix est connue partout. Elle a une notoriété internationale. Les animateurs de cette institution ont aussi cette notoriété-là, parce que Chebeya a voyagé de partout dans le monde. Mais que Kabila ne puisse pas le connaître, je ne sais pas, en voulant défendre le diable, en faisant son avocat, on risque même de cracher, je ne sais pas, sur la Bible, et de cracher aussi sur le Coran et sur les règles internationales. Alors, je pense que les droits de l'homme continuent, malgré tout ce qui a été dit à la francophonie, le droit de l'homme continue à poser problème. Le dernier cas en date, c'est celui du docteur Denis Mukwege, qui en tant que médecin, essaie de se battre tant soit peu à réparer les blessures des femmes violées, des femmes victimes des violences sexuelles. Mais quel est le traitement qui a été réservé à ce médecin de renommée internationale, prix Nobel de la paix? Aujourd'hui, le docteur Mukwege doit se retrouver je dirais même diminué en demandeur d'asile, alors qu'il venait fraîchement de la Belgique et encore fraîchement de l'Assemblée de l'ONU, où il a dit un discours très fort. Ce monsieur a dit à tout le monde qu'il faudrait s'attaquer aux raisons
qui font que ces femmes-là que lui traite soient violées. Quelles sont ces raisons? Aujourd'hui, sur la scène politique belge, nous retrouvons des gens comme Didier Reynders, nous retrouvons des gens comme André Flao, qui n'arrivent pas à reconnaître qu'au Congo, les choses vont mal. Encore hier, André Flao, à la tribune de l'Assemblée nationale au Congo, qu'est-ce que ce monsieur dit, ce monsieur du PS? Il ose dire que il n'y a pas de démocratie parfaite, s'il vous plaît. Si nous disons que les Belges, qui sont nos oncles, entre guillemets, si nous disons que la Belgique, qui est une vieille démocratie, entre guillemets, sont des pays modèles, mais que ceux-là, qui sont considérés par nous autres comme des pays modèles, viennent nous dire qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Ça ressemble un peu à un professeur qui dit à ses élèves, que je vous apprends que 1 plus 1 égale 2, mais même si vous mettez 4, ça peut se faire comprendre, quoi. Mais je suis crispé de voir l'état de la moralité de l'homme politique congolais. C'est ce que Karel Degut avait dit, qu'à son voyage au Congo, il n'a pas rencontré des hommes d'État. Ça se prouve jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous avez quelqu'un comme le professeur Njoli, professeur de son État, qui accepte d'aller officier un livre de quelqu'un qui se recherche dans le milieu académique, mais je me pose la question, est-ce que c'est ce constitutionnaliste de renom qui est là, ou c'est quelqu'un d'autre? Quand je vois Évariste Bochab, qui fut mon professeur de droit constitutionnel et que je regrette d'avoir passé mon temps dans l'auditoire tenu par ces messieurs, quand je les vois aller assassiner comme ça le droit dans un ouvrage qui fait une comparaison entre des institutions d'une vieille démocratie et des institutions qui fonctionnent frauduleusement dans notre pays, je me dis que ça c'est vraiment de l'audace. C'est de l'audace. Alors ici j'ai dit, il y a normalement un bon nombre de professeurs congolais qui doivent même démissionner de leurs fonctions académiques. Quelqu'un comme Évariste Bochab, il devrait démissionner, rester politicien, parce que professeur d'université en droit constitutionnel, pour dire quoi? Si dans le droit constitutionnel, c'est comme un médecin qui est en même temps professeur, il ne sait pas faire une opération sans tuer quelqu'un, et il va enseigner aux gens, aux étudiants, comment on peut opérer les gens. Dites-moi un peu si ces élèves qui connaîtraient que ce professeur c'est un tueur en série peuvent vraiment suivre un cours dispensé par un tueur en série. Voilà un peu ce qui se passe. Donc ici, je demanderai à M. Bochab d'avoir l'honnêteté intellectuelle de démissionner comme professeur. Ce monsieur du MLC qui a été l'adjoint du pasteur Fanfaron, donc Njoli, je demanderai à ce professeur de démissionner comme professeur. Je demanderai aussi au professeur Loumanou de quitter les affaires académiques. Pourquoi pas les autres professeurs comme Boabo Wakaimbe, et des professeurs comme celui qui était ministre de la communication avant Mende, je crois. Tous ces cerveaux qui aujourd'hui pêchent par l'exemple ne font que confirmer la thèse selon laquelle la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En Afrique comme partout ailleurs, EDTV, c'est le rendez-vous des internautes. Réfléchissons un peu. Qui trompe qui? Et d'ailleurs, moi j'ai le regret de dire à l'opinion que j'ai toujours regretté que le Congo fonctionne en modèle, en copieur du modèle belge. Parce que même la Constitution, même les lois des Belges, nous les copions avec les yeux fermés. Et voilà, ça nous pose problème. Il y a en Belgique deux peuples qui ne s'entendent pas, les Wallons et les Flamands. Il y a en Belgique deux gouvernements qui
se retrouve dans un gouvernement central où il y a du tohu que vous n'arrivez pas à justifier. Et aujourd'hui, le Congo se retrouve aussi dans ce genre de choses où vous avez un parlement où on dit qu'il y a l'opposition, mais une opposition qui ne sait rien dire. Les institutions, selon eux, vont bien, mais après un moment, juste après les élections, le président convoque tout le monde pour se retrouver en réflexion. Mais les élections sont faites pourquoi? Moi, je pense que les élections sont faites pour résoudre les différents problèmes et corriger les tirs et pourquoi pas redynamiser les animateurs des institutions, pourquoi pas même les changer. Mais aujourd'hui, les institutions qui fonctionnent au Congo, ils ont répondu, ou si après les élections ils ont répondu à quelle attente? Voilà un peu ma façon de voir les choses. J'ai pris quand même beaucoup de points parce que je trouve sur la liste des questions ou encore sur les questionnaires qu'on m'a présentés par EDTV, je trouve que on parle aussi du voyage d'André Flao. Voilà, je viens de le dire, Monsieur Flao m'a déçu. J'étais avec ce monsieur un jour avant son voyage. J'ai essayé de le questionner sur différentes questions au Congo, mais il avait essayé d'être équilibré. Je ne sais pas si c'est par peur des combattants, mais arrivé là-bas sur place au Congo, il a recommencé à dire ce qu'ils avaient l'habitude de dire ici. Je ne sais pas alors si le PS et le MR sont des partis diaboliques pour le Congolais. Je ne sais pas, le PS et le MR sont-ils des partis qui ne veulent pas le bien-être du Congolais? Voilà d'ailleurs pourquoi aux élections précédentes, du 14, je crois, octobre, les Congolais ont sanctionné sans pitié tous ces caciques du PS. Et voilà, les gens pleurent, ils ne vont que pleurer. Tant que le Congo ne va pas bien, nous n'allons pas pardonner et vous connaîtrez la suite. Bon, j'ai parlé des droits de l'homme. La conclusion est que ça ne va pas. On continue à accuser des gens à tort et à raison. Non, à tort beaucoup plus. Voilà qu'aujourd'hui, on nous parle du fils Tshisekedi Christian. On l'accuse d'être en complicité avec le M23 par le biais de John Chibangu. On l'accuse de recruter des gens, des miliciens sur Kinshasa et dans toute la République pour les mettre en contact avec les fractions rebelles. Ben, écoutez, on veut se jouer de qui? Quand on accuse Kabila, non, là, il ne faut pas en parler. Kabila est en complicité avec le M23, non, non, ça, il ne faut pas en parler. Mais quand c'est un individu qui sort du néant, oui, surtout que c'est un fils Tshisekedi, il faut en faire un problème et créer vraiment une incompréhension au sein de l'opinion. Je crois que le gouvernement Kabila, qui est en train de voir son enterrement, son voyage dans une tombe, doit prendre conscience et se dire c'est mieux de sortir des affaires la tête haute que de sortir des affaires trempées jusqu'à ce point où des mensonges ne font plus honte, que ce soit au ministre de la Communication ou au Premier ministre qui raconte tout et n'importe quoi. Donc, concernant monsieur Christian Tshisekedi, je pense que je connais ce monsieur-là très bien. Il faut qu'on cesse de l'associer à la politique ou à ces mouvements rebelles. C'est un monsieur qui se contente de faire ses affaires. Je vous dis que je le connais très bien. Et ce n'est pas ce genre de personnes comme Félix Tshisekedi qui, de temps en temps, font des débats politiques. Lui, il n'a pas le temps pour des débats politiques. Voilà. Donc, ils ont choisi la mauvaise personne. Je pense que la fois prochaine, ça sera peut-être Maman Marthe qui sera accusée. Ça sera peut-être les petits-fils de Tshisekedi qui ont 2 ans ou 3 ans, parce qu'au Congo, on soutient des fois des thèses qui ne tiennent pas debout. Souvenez-vous encore de la famille du major Paul Milambwe, qu'on présente en train de demander que leur fils se rende à une justice qui n'a de moralité que la défense du chef de l'État. Voilà, on va demander à quelqu'un qui se trouve déjà à l'abri quelque part de rentrer dans les griffes du lion.
Je pense que ce scénario, on s'en était déjà habitué. Souvenez-vous encore de l'époque où Jean-Pierre Bemba, se trouvant à la rébellion, Kabila le père fait pression sur son père pour que son père lui fasse appel, qu'il lui demande de rentrer au bercail, sinon il le maudirait. Donc voilà un peu ces jeux dans lesquels le gouvernement mort et qui attend juste l'enterrement, le gouvernement Kabila, continue à se livrer. Comme dernier point, je pense ici, il est mentionné l'élection des gouverneurs des provinces. Ici encore, il y a à boire et à manger. Comment voulez-vous que des députés provinciaux qui, au départ, sont élus pour un mandat de 5 ans, ils se retrouvent déjà dans leur 6e, voire même leur 7e année de prestations, ça veut dire qu'ils sont déjà plus que largement fin mandat et je dirais qu'ils souffriraient même d'une crise de légitimité. Et aujourd'hui, ils n'attendent qu'un remaniement, un changement. Mais ces personnes vouées à libérer les différentes assemblées provinciales, non, on leur donne encore la chance d'accoucher des gouverneurs qui vont gérer pour je ne sais combien de temps, parce que dans peu de temps, selon seulement le calendrier Ngouemulunda qui n'est plus déjà respecté, ils doivent partir parce que l'élection provinciale doit se faire et pourquoi pas l'élection communale et municipale. Mais malheureusement, on doit dépenser de l'argent pour la campagne, de l'argent de la CENI, de l'État, du contribuable congolais, pour organiser une élection qui n'a pas sa place. Je me demande, on est dans quelle république? Pourquoi ce gouvernement mort de Kabila qui n'attend que l'enterrement ne pouvait pas attendre de confier dans l'entretemps la gestion des provinces au président des assemblées provinciales? Pourquoi pas? Ça aurait été peut-être le président des assemblées provinciales qui expédierait des affaires courantes en attendant une élection définitive. Alors ici, je regrette. Mais l'autre côté qui nécessite d'être épinglé, c'est les résultats qui sortent de ces fameuses élections. Kabila, déjà qu'il avait déjà eu une gifle du peuple congolais aux élections qui l'ont donné pour oublier du peuple, il continue avec sa majorité. Arrivé à ces élections, il doit remplacer le gouverneur au Bas-Congo, remplacer le gouverneur, l'exécutif à la province orientale. Qu'est-ce qu'on voit? Les candidats de la majorité, de sa majorité, ne sont même pas élus en pompe par les députés provinciaux. Ça prouve clairement que Kabila, même au suffrage universel comme au suffrage indirect, il n'est pas aimé, ces messieurs. Lui et sa fameuse majorité. Mais jusqu'à quand ils vont continuer à se jouer des pieds des Congolais? Je conclus par là pour demander à tous mes compatriotes, partout où vous vous trouverez, en Europe comme en Afrique, au Congo, à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, ne vous fatiguez pas. Ne croyez pas que la lutte est finie. La lutte ne sera finie que quand nous arrivons à mettre sous une tombe ce pouvoir responsable de la guerre à l'Est, ce pouvoir responsable du dysfonctionnement de l'appareil étatique, et le jour où nous arriverons à instaurer un réel état de droit comme le veut le docteur Étienne Tshisekedi, élu président de la République. Donc, réveillez-vous encore, la lutte est loin d'être terminée. Nous,
en tant que leader d'opinion, en tant qu'acteur et analyste politique, nous allons nous battre pour essayer de réorganiser la lutte, essayer de remettre les choses en place. Nous travaillons déjà avec beaucoup de gens, vous serez informés de ce que nous allons vous proposer comme mai. Alors, restez branchés sur EDTV qui, aujourd'hui, m'a fait l'honneur de me donner la tribune pour moi m'exprimer. Et je pense que je serai quand même fidèle à cette tribune, pour que chaque semaine, chaque 2 semaines et à chaque moment où je suis libre, que je puisse venir pour balayer ensemble avec vous tous les faits de société, tous les sujets d'actualité qui nécessiteraient débat. Merci et à la fois prochaine.